Bonjour tout le monde, on est rendu aux vidéos 11 du bloc 4. On est à la section 11.3 qui va inclure l'exemple 6. Donc à la section 11.3, on continue à parler de moments d'inertie, mais cette fois-ci, on veut trouver des formules, des expressions pour des objets solides. Par objet solide, on ne veut pas dire par opposition à des objets mous ou liquides. Ce qu'on veut dire, c'est qu'on ne veut pas avoir juste quelques masses ponctuelles qui constituent un objet, on veut de la matière qui soit continue et qui a une certaine dimension. Donc, en fait, les objets que je mentionnais ici dans l'exemple 5, ce seraient des objets solides. Donc, comment est-ce qu'on pourrait trouver le moment d'inertie pour des objets comme ça? Pour nous, on va le faire avec un cas plus simple, on va le faire juste avec une ligne, parce qu'en fait, la démarche inclut une intégrale. Vous êtes en train de faire le cours d'intégrale, fait que je vais expliquer la démarche, mais ce n'est pas quelque chose que vous aurez à refaire en examen ou évaluation quelconque, c'est juste pour vous montrer une application de cet outil mathématique. C'est un genre de démarche, par contre, qui va venir dans le cours NYB avec des charges pour des objets chargés. Pour l'instant, ça pourrait s'appliquer au concept de masse pour trouver le moment d'inertie. Donc, l'idée ici, c'est que la sommation est remplacée par l'intégrale. Donc, ma sommation dmr carré devient l'intégrale de r carré sur dm. Donc, au lieu de parler d'une petite masse ponctuelle, comme ça ici, je dis que le dm, c'est au fond une petite partie de la masse de mon objet, mais sans être des objets isolés. Donc, à cette petite masse-là, dm, j'associe la distance r quand même. Ici, je vais faire la démonstration pour une tige qui tourne autour d'un axe qui passe par son centre. En fait, on va voir que c'est très pratique d'avoir les expressions pour le centre de masse, donc un axe qui passe par le centre de masse de l'objet. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire du centre jusqu'à une extrémité, puis je vais faire x2 pour les deux côtés. Sinon, il faudrait faire ça de manière un petit peu différente. Si ce n'était pas exactement centré, je dirais d'un côté, puis ensuite, j'attirerais l'autre côté qui ne serait pas symétrique. Donc, à partir du centre jusqu'à l'extrémité, ce qu'on va vouloir, c'est être capable d'exprimer les bornes de mon intégrale de 0 jusqu'à l'extrémité qui va être rendue à L sur 2. Par contre, pour que ces bornes-là soient valides, je ne peux pas être en train d'intégrer sur dm. Là, j'ai un petit peu mal écrit la formule, juste parce que je suis en train de l'expliquer de toute manière. Pour que les bornes soient valides, il faut que ce soit en fait un R. Que ce soit une distance par rapport au centre de masse qui doit prendre la valeur de L sur 2. Donc pour ça, il faut convertir notre masse en élément de longueur, donc notre élément de masse en fait, en élément de longueur, et on passe pour ça par la densité linéique de masse. C'est comme une densité volumique, une masse volumique, densité volumique de masse, mais en divisant la masse par la longueur au lieu de par le volume. Donc si je prends cette expression-là, puis que je l'applique juste à une petite portion de la masse, je vais avoir juste une petite portion de la longueur, donc dr, une petite portion ici, quelque part comme ça. À ce moment-là, je peux remplacer mon dm ici par mu dr. Mu serait une constante qui serait définie pour tout l'objet, donc avec le m sur L que je mentionnais ici, et je peux le sortir d'intégrale parce que ça ne change pas, peu importe où est-ce que je suis rendu dans mon objet. Et là, on est capable d'intégrer r carré dr, donc r3 sur 3, puis je peux évaluer de 0 à L sur 2, donc L sur 2 à la 3 moins 0 à la 3. On s'arrange avec les chiffres, et on obtient un 12e ml carré. Donc comme je disais, si vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé, paniquez pas, c'est pas quelque chose que je vais vous demander de refaire. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est que les formules qu'on va vous donner ici, qui sont aussi dans le Benson, proviennent de la définition de base qu'on avait du R carré fois M, mais qu'on l'a additionné pour tous les objets en tenant compte de la forme de l'objet. Je vous fais seulement la démonstration pour la forme d'une tige parce que c'est plus simple, c'est sur une dimension. Je ne vous ferai pas les démonstrations pour les autres formes. Par contre, on a les expressions qu'on va pouvoir utiliser. Donc ça, c'est celle que je viens de démontrer. Le moment d'inertie pour une tige qui tourne autour d'un axe qui passe par son centre de masse. J'aurai aussi une formule pour le moment d'inertie pour une tige tournant autour d'un axe qui passe par une de ses extrémités. Disque cylindre, on avait déjà mentionné que c'était le même moment d'inertie parce que la hauteur ne change pas. Anneau, puis j'aurais pu mentionner un cylindre cru aussi, c'est juste rarement utilisé comme type de forme. On a la formule ici aussi. Et pour une sphère, on a un 2/5. Puis vous pouvez remarquer que ces trois
formula respecte effectivement l'ordre croissant qu'on avait déterminé à cause des fractions qu'on a ici. Donc, le plus grand, c'est une fraction de 1 pour l'anneau ou le cylindre creux. Le plus petit, c'est 2/5, qui est un petit peu plus petit que 1/2, ce serait 2,5 sur 5. Donc, notre ordre croissant juste logique était tout à fait valide. Donc là, on a des expressions pour faire tourner les objets autour d'un axe qui passe par leur centre de masse, mais bien sûr, on n'aura pas seulement ça dans la réalité, on aura des objets qui peuvent tourner autour de n'importe quel axe. C'est ce qu'on voudrait. Donc, on va trouver une manière d'utiliser ces formules-là et d'ajouter quelque chose, de les transformer pour être capable de faire tourner notre objet autour de n'importe quel axe. Ce concept-là, cette modification-là, va s'appeler le théorème des axes parallèles. Donc, c'est dès qu'un objet solide tourne autour d'un axe autre que son centre de masse, parce qu'on connaît les formules pour le centre de masse. Pour ça, on va devoir décortiquer le mouvement de rotation. En fait, on avait défini le moment d'inertie avec la définition de l'énergie cinétique de rotation. C'est ce qu'on avait fait ici, c'est comme ça qu'on avait trouvé notre I. On va faire la même chose pour aller trouver notre moment d'inertie autour d'un axe différent, ce que j'ai appelé I nouvel axe plus tard. On avait déjà vu que la rotation, peut se faire autour d'un axe quelconque ou autour d'un axe ici qui passerait par le centre de masse, puis que ça allait être le même angle qui allait être utilisé, peu importe la situation. Et ce qu'on va voir maintenant, c'est qu'on peut vraiment décomposer ce mouvement-là. Donc, ce que je vais faire, je vais remettre ça à 0, c'est que je vais premièrement regarder un mouvement de rotation autour d'un axe quelconque. Puis, je vais essayer de copier ce mouvement-là à partir de mon autre triangle que je vais faire tourner différemment. Donc, je vais commencer par faire tourner mon autre triangle juste autour de son centre de masse, vu qu'on a dit qu'on veut pouvoir utiliser le moment d'inertie autour d'un axe qui passe par le centre de masse. Donc, on peut voir que l'orientation de l'objet est rendue la même, sauf que mon objet, mon triangle en rouge, il n'est pas à la bonne place. Mon triangle en rouge, il faudrait qu'il soit rendu quelque part ici. Fait que ce que je peux faire, c'est ajouter une translation. Donc là, j'ai une translation en ligne droite de mon point de mon triangle rouge. Ça a l'air un petit peu bizarre pendant l'animation parce que ce point-là est en train de se déplacer avec la rotation. Mais je réussis à obtenir la bonne position finale pour mon triangle. Par contre, si on retourne regarder l'animation, on voit que ce n'est pas exactement la même chose qui se passe dans les deux cas. Si j'arrête à mi-chemin, présentement, mon triangle ici est rendu pas mal plus haut que celui-là ici. Ce n'est pas exactement la bonne manière de décortiquer le mouvement. La bonne manière, ça va plutôt être de faire une translation le long d'une courbe, qui revient en fait à la rotation qu'on était en train de regarder ici. Donc, j'arrête à mi-chemin, on peut voir que le triangle est rendu à la bonne place. Et ce qui se passe ici, c'est que je prends mon triangle qui fait la rotation autour de son centre de masse et je le déplace le long d'une courbe. C'est là que je disais que ça ressemble à notre autre simulation. Mettons. Et donc là, à la fin, le résultat reste le même. Donc, je reste avec la bonne position et la bonne orientation pour mon triangle. Mais ça, ici, ça me donne une bonne manière de décortiquer mon mouvement que je vais aller utiliser pour trouver mon moment d'inertie autour de mon nouvel axe. Donc, ici, j'ai subdivisé mon énergie cinétique. Ça, c'est égal. Donc, j'ai le 1/2 I autour du centre de masse oméga carré, qui était ma définition de rotation qu'on avait vu plus haut. Puis là, j'ai ajouté l'énergie cinétique d'une translation, donc une énergie cinétique normale, si on peut dire, avec M et la vitesse. Puis la vitesse, ça va être la vitesse du centre de masse. En fait, quand on parle du centre de masse, c'est comme si on prenait toute la masse de l'objet puis qu'on la ramassait en un seul petit point au centre géométrique.
Le centre de masse peut être différent du centre géométrique de l'objet quand on a des densités, par exemple, qui varient ou qu'on a des trous dans l'objet. C'est pas ce qu'on va faire nous dans notre cas. Donc, quand je vais parler de centre de masse, ça va vraiment être le centre géométrique ici de mon triangle, par exemple, ou de quoi que ce soit. Très souvent, on va avoir des objets circulaires, fait que le centre, c'est très facile à déterminer, c'est le centre de l'objet. Donc, si je vais avoir la vitesse du centre de masse au carré. Puis, on a vu que le centre de masse devait se déplacer en faisant un cercle. Donc, la vitesse du centre de masse que j'ai ici, c'est une vitesse tangentielle. Et la vitesse tangentielle, on sait qu'on est capable de la relier à une vitesse angulaire. Juste vous rappeler la formule, vitesse tangentielle, c'est oméga fois r. Le r, c'est pas un rayon d'objet, on en avait déjà parlé, c'est la distance entre l'objet, le point, et l'axe de rotation. Donc, dans ce cas-ci, ça va être entre le centre de masse et mon nouvel axe, et cette distance-là, on va l'appeler h. Donc, h, c'est la distance entre le centre de masse et l'axe de rotation. Donc ça, je vais reprendre ça dans mon expression précédente. Donc j'ai mon 1 demi I cm oméga carré qui n'a pas changé. Voyons, plus 1 demi m, puis là, ma vitesse du centre de masse, je la change pour oméga h au carré. Ça va me donner 1 demi ICM oméga carré, ici ça ne change pas. 1 demi m oméga carré h au carré. Là, je peux voir que j'ai oméga dans les deux termes. J'ai mon 1 demi aussi qui est là pour les deux. Donc, je peux mettre le 1 demi en évidence en avant. ICM plus MH carré, puis je garde mon oméga carré pour après. Puis là, on est revenu à la forme d'énergie cinétique de rotation qu'on connaissait. On a 1 demi quelque chose fois oméga carré. Donc, je vais avoir 1 demi I nouvel axe fois mon oméga carré. Et mon I nouvel axe va être I par rapport au centre de masse plus mh carré. Donc, on va être capable de réutiliser les expressions qu'on avait pour le moment d'inertie autour du centre de masse et de juste ajouter la masse de l'objet fois la distance entre le centre de masse et notre nouvel axe de rotation qui va être rendu au carré. Donc, le centre de masse, j'en parlais un petit peu ici. Je l'explique pendant ça. Ça m'amène à l'exemple 6 que je viens faire dans mon autre logiciel. Donc, on va utiliser le théorème des axes parallèles pour faire le lien entre deux formules qui étaient dans les notes de cours. Je vais les passer sous silence rapidement. Mais ici, je vous donnais déjà deux formules pour la tige parce que ça va arriver assez fréquemment qu'on veut faire tourner une tige autour de son extrémité. Et ce qu'on va vérifier, c'est qu'on est capable d'utiliser le théorème des axes parallèles pour passer d'une formule à l'autre. Donc, premièrement, je vais me dessiner la tige qui va être en rotation. Puis là, je vais avoir l'axe de rotation autour du centre de masse, donc la version avec le 1/12e. Puis je vais avoir mon nouvel axe de rotation qui va être autour d'une extrémité. Donc, selon mon théorème de l'énergie cinétique, selon mon théorème des axes parallèles, I nouvel axe va être égal à ICM plus MH carré. Donc, je vais pouvoir reprendre mon I autour du CM, 1/12e ML carré. Et là, il faut juste que j'exprime le H selon la situation que j'ai ici.
Donc, si ma longueur de ma tige au complet, c'est L, ben, la distance entre l'axe qui passe par le CM, donc entre le CM et mon nouvel axe, ça va être L sur 2. Donc, je garde mon 1/12 ml carré. Et ici, je me retrouve avec 1/4 ml carré. Donc, 1/4, ça correspond à 3/12. Donc, je me retrouve avec 4/12 ml carré, qui correspond bien à 1/3 ml carré, qui est le résultat qu'on voulait trouver. Donc, ça, c'est l'application du théorème des axes parallèles. Et vous avez un exemple que je ne ferai pas en vidéo, mais qui est résolu ici pour 2 sphères et une tige avec un axe qui ne passe jamais par le centre de masse d'aucun de mes 3 objets. Donc, plein d'applications ici.